Les, Guéri. On va dire que je suis guéri. Je suis guéri est-ce que tu parce te sens guéri? je me sens guéri. Alors, il y a deux côtés. Je me sens guéri parce que quand je vois mes filles, j'ai eu la chance d'avoir que des filles, pas de garçons. Mais je me Le, sens le, guéri. Je me ok. sens guéri. Je vais te dire pourquoi, Boulsuk. Je me sens guéri. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ma position de père, j'espère être dans, j'espère faire le rôle de père que je suis. Et quand je serai un âge assez élevé, assez âgé, que mes enfants, ils vont me regarder pas d'une manière comme quand j'ai regardé mon père. Il avait 100 ans, j'ai été le voir au pays. Il avait 100 ans, mais j'avais pas le même regard que quand mes enfants vont me regarder de ce que je fais avec mes enfants, de tout ce que je transmets à mes enfants et surtout l'amour à mes enfants. Alors, moi, je me sens pas totalement guéri parce que on se guérit pas comme ça met beaucoup de temps et surtout que c'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous reflètent notre passé, on est d'accord? Il suffit D'accord. qu'on regarde, parce que moi, comme je vous dis, moi j'ai vécu beaucoup dans la violence. Alors la violence, moi je la supporte plus la violence. Alors je m'éloigne énormément de la violence. Mais je me Maintenant, sens pas totalement guéri, voilà. voilà. En fait, je te pose la question, c'est parce que ton témoignage est extrêmement prodigieux. C'est un témoignage très touchant. Je pense que, comme l'a dit notre sœur Nivelor, tu sais déjà que c'est déjà enregistré en podcast. Je t'assure, Lay, tu ne sais pas à quel point ce témoignage-là va aider. C'est comme si c'était toi. C'était toi qui est, tu es, bon, je peux le dire même, tu es à l'honneur dans ce live parce que c'est un témoignage que moi, personnellement, c'est peut-être la 15e fois ou peut-être la 20e fois que j'entends des témoignages de la sorte. Pour la plupart d'entre elles, de ces témoignages-là, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai moi-même grandi dans une famille monoparentale où j'avais seulement ma mère, mais qui n'était pas ma mère, qui était mon bourreau aussi. Et c'est de là aussi que j'ai recruté cette sensibilité et cette notion d'entraide et de me porter vers les autres. C'est à travers ce que j'ai vécu. Donc ceci, c'est pour te dire que à t'entendre, c'est comme si je m'entendais moi-même. C'est comme si c'était une autre voix de moi-même qui me parlait de ce que j'ai vécu. J'ai pas vraiment grandi dans un environnement de violence, bon bien que comme tout enfant dans une famille en Haïti, tabasserie et des tapes, des trucs comme ça. Et j'ai passé une partie de mon enfance chez des cousins. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, j'ai vécu. Et je t'ai posé la question plus directement, c'est parce que moi, je m'en suis rendu compte. Ma conscience s'en est alignée avec ce vécu, ça fait très longtemps. Donc, j'ai appris tout seul à me guérir. Parce qu'à un certain moment, j'ai dû très tôt, très jeune, faire le reste de la route de ma vie tout seul. Donc, je me suis pris en charge de très tôt. Quand je dis de très tôt, c'est-à-dire autour de peut-être 18, 19, 20 ans, ou plus tôt. Tu vois, donc ce témoignage-là, Lay, c'est très enrichissant. Il y a extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à en tirer comme leçon. Et ceux qui nous écoutent d'en bas, et c'est sûr qu'ils vont s'y retrouver et c'est sûr qu'ils vont trouver dans ton témoignage des pilules, de quoi vraiment se reconforter et se renforcer et peut-être même ceux qui n'arrivaient pas à s'en guérir vont commencer à s'en guérir à partir de ton témoignage. J'imagine déjà quel genre de père extraordinaire que tu es et donc c'est vraiment à tout ton honneur et moi je te remercie pour tes filles parce que toi c'est vraiment extraordinaire parce que ce que tu as vécu, tu vas faire en sorte d'être le garant, le bouclier pour que tes enfants, et particulièrement, ce sont des filles aujourd'hui qui vont devenir des femmes et des mères dans l'avenir. Donc, merci encore, c'est profond et je t'en félicite, mon frère.
te remercie. Je prends le micro rapidement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la famille, ce qui se passe là. Oui. Je suis une femme haïtienne qui vit en France. J'ai sur mon panel trois hommes qui ont fait un travail sur eux ou qui sont en train de faire un travail sur eux pour pouvoir ne pas reproduire les traumatismes qu'ils ont vécus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Ces hommes-là sont des pères. On a Ali qui est grand-père. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que on dit souvent les hommes de notre communauté ne font pas d'efforts. On nous a mis dans le crâne cette éducation que c'est les femmes qui font, les hommes ne font pas. Comment on va créer famille? Regardez, là, je n'ai pas de femmes sur le panel et c'est pas plus grave. Je suis vraiment les femmes qui sont en dessous. J'aimerais vraiment vous prêter attention, que vous soyez attentives. Et même moi aussi, hein. Même moi aussi, je sais que mon fiancé depuis tout à l'heure il fait des allers-retours ici aussi. Donc même moi aussi, je suis attentive parce que on sait, comme a dit la sœur Karen, on se rééduque. Et se rééduquer en tant que femme, c'est aussi écouter nos hommes. On a des traumatismes en tant que femme, mais on oublie que on est en train de faire foyer avec des hommes qui ont aussi des traumatismes. Donc je vous en supplie, il faut qu'on arrive à s'écouter, il faut qu'on arrive à comprendre l'autre. Et si on se rend compte que la personne est dangereuse pour nous en tant que femme, il ne faut pas avoir peur de partir. Parce qu'au final, vous allez rien créer de bon. Mais si la personne est en train de faire un travail sur elle-même, essaie de s'en sortir, fait tout pour ne pas reproduire ce qu'elle a vécu, je pense que notre devoir, il est urgent que nous, on accompagne ces personnes-là dans cette direction-là. Parce que c'est très, 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 très compliqué. Tout ce que ces frères-là sont en train de raconter, la famille est en train de nous raconter, ce sont des choses qu'on peut multiplier par des millions dans notre communauté. Par des millions. Mais sauf qu'on nous a éduqués, l'homme ne pleure pas. On va dire l'homme noir parce que notre communauté est noire, ne pleure pas, n'a pas d'émotion, n'a pas de tristesse. Les problèmes psychologiques, mentaux, c'est pour les blancs, qu'on est solide, qu'on a connu l'esclavage, que nous on peut supporter l'adversité. C'est faux. C'est faux, faux, faux. Regardez, écoutez ce qu'a à dire le frère Lé. Il a dit il fait tout pour ne pas reproduire la même chose. Qu'il a peur de la violence, qu'il ne supporte pas la violence. Pourtant, il a grandi dans cette violence-là. Il se soigne pour s'en sortir de cette violence-là. Donc, vous dire que mentalement, on va bien, c'est faux. On a énormément de problèmes. Si c'est pas nous, c'est un voisin. Si c'est pas un voisin, c'est l'ami d'un ami. Sinon, c'est le mari d'une sœur, d'une cousine. On a plein de petites choses comme ça, des petits traumatismes comme ça, qu'on traîne de génération en génération. Il faut vraiment, j'espère vraiment qu'on va arriver à un moment donné, on va dire, avec moi, ça s'arrête en fait. Je ferai le nécessaire pour que ça s'arrête. Je ferai mon maximum pour que cela s'arrête. Et je sais pas si c'est moi qui le ressens et qui le vis comme ça, mais ce sont des hommes qui sont remplis d'amour et qui en ont pas eu et qui aujourd'hui font tout pour le donner aux autres. Donc franchement, parole yo en pile, bagaille yo en pile. Et on a beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Mais vraiment, 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 vraiment. C'est bien de vouloir faire de l'argent. C'est bien de vouloir faire bling bling. Mais si mentalement, on est complètement broke, notre argent nous servira à rien. Parce qu'on fera rien de bien avec. Clairement. Dans une terminologie psychologique, ça s'appelle la loi de l'effet inverse. Le contexte est que le fait d'avoir vécu ça prouve la capacité de l'homme à résister aux péripéties de la vie, aux vicissitudes de la vie et à permettre aux générations futures à ne pas avoir à vivre ces situations-là, puisqu'il s'agit de nos progénitures. C'est de créer des conditions meilleures pour nos enfants. Maintenant, et le fait que Léa l'a vécu ainsi et moi je l'ai vécu à ma manière, ça me permet d'avoir au moins une idée des soubresauts et des séquelles et des conséquences de ces séquelles-là. À savoir que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est ce que j'ai expérimenté tout au cours de ma vie. Donc, je serai, comment dire, le garant, je serai le rempart, le dernier rempart de cette expérience néfaste-là pour que cela ne se reproduise pas dans le reste des familles que j'aurai à engendrer. Donc,
en prenant conscience de tout ça, c'est peut-être ce que c'est le travail que nos précédents auraient dû faire et n'ont pas pu faire, et peut-être pour des conditions qu'on n'aura pas à les blâmer pour, mais c'est le phénomène de transgénération en termes d'héritage qui ont permis que nous soyons arrivés là. Et à partir du moment où on en est conscient, on fait la prise de conscience de tout ça, on va, comment dire, casser le pont, briser le pont, de sorte à recommencer à nouveau. OK? Ça va nous permettre à un niveau de pouvoir euh, créer une nouvelle société, de mettre en place de nouveaux balistes, comment je veux dire ça, standards de vie et de sorte à ce que la famille qui va sortir de nous regarde de manière différente parce qu'à partir de ce maintenant on regarde nos précédents d'une certaine manière, nos parents, nos grands-parents, et on ne les blâme pas parce que c'est leur héritage et c'est ce que eux ils nous ont légué. Ce pont-là que nous arrivons à briser, c'est à partir de l'éducation, d'où la nécessité, l'absolue nécessité de se focaliser sur l'éducation. Quelqu'un l'a dit si bien tantôt au début du live, il faut nous rééduquer. Maintenant, imaginons-nous en tant qu'adultes, on a besoin de nous rééduquer. C'est une démarche psychologique de la mesure où ça va reformater notre pensée et notre mode de vie. C'est fondamental. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, c'est tout un processus qui s'étend sur un intervalle de temps vraiment illimité. Certaines personnes n'arrivent même pas à s'en rendre compte, voire même pour s'en guérir de tout ça. On voit ça dans toutes les conditions, dans le comportement, dans l'attitude, la manière de faire de certaines personnes et des personnes. Il y a des personnes qui sont mortes, comment dire, émotionnellement. Qui sont complètement détruits émotionnellement. Vas-y, mon frère. Je voulais juste dire quelque chose que la sœur vient de dire, qui m'a vraiment ce que j'ai compris. Quand elle dit que si on a beaucoup d'argent, mais que si à l'intérieur on est malade, c'est qu'on n'a pas la richesse. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on n'a pas la conscience, tant qu'on n'est pas conscient qu'on est malade, on ne pourra pas faire la première démarche. On ne pourra pas faire le travail de réparation. Et la prise de conscience. Voilà, la prise de conscience. Moi, je sais que j'ai mis du temps. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Vous voyez le nombre de temps qui m'a mis à me faire comprendre, à me faire que je puisse vraiment réaliser que il est temps que je commence à me prendre soin de moi-même, de mon âme, à prendre soin à faire cette démarche. Comme tu as dit, Boulsuk, parce que quand on a un foyer, qu'on regarde nos enfants, c'est pas possible de transmettre, de donner cet héritage qui n'est pas un héritage d'amour et de quelque chose de grandiose. Et c'est ça qui fait que le travail, il est tout de suite pris en compte parce que moi, de mon côté, je me suis dit, je peux pas faire aussi et transmettre ça. Il faut casser ce pont, comme tu dis, Boulsuk, parce que on peut pas faire de génération en génération avec des douleurs qui nous détruisent et qui détruisent ceux qui viennent après nous. Vous voyez? Et je trouve que voilà, tout le monde mais le problème c'est que les gens, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ne prennent jamais cette initiative de le faire. Il y en a d'autres qui prennent très tôt. Il y en a d'autres qui prennent jamais en fait. Malheureusement, on n'est pas tous fait pareil. On a tous une sensibilité qui est différente. Mais c'est vrai que l'amour que j'ai pas eu, aujourd'hui je donne à mes filles. Moi, je n'ai jamais eu d'amour. Hein. J'ai jamais vu mon père me serrer dans ses bras, j'ai jamais vu mon père me dire qu'il est fier que je sois dans ce monde. Voilà, j'ai pas eu de maman pour me dire ça. Mais c'est pas pour autant que je dois pas chercher, que je dois reproduire la même chose à mes enfants. Je ne dois pas, parce que c'est pas ça.
c'est nos enfants et on doit les aimer. Enfin, moi, je fais tout le contraire, de toute façon. Moi, voilà. Les, Voilà. j'ai une question. Comment, si je peux me permettre, hein, tu n'es pas obligé de répondre. Comment s'est passé quand tu as revu ton père? Du coup, il avait 100 ans. Donc là, j'ai envie entre guillemets, c'est toi qui as le... Parce qu'à 100 ans, on redevient enfant, hein, faut être honnête. Enfant. Oui, on devient enfant. On peut faire très peu de choses soi-même. Du coup, là, c'est toi qui as le, entre guillemets, le pouvoir. Comment tu, comment tu l'as vu en fait, voilà, comment tu regardais une vieille homme de 100 ans face à toi, en pleine forme, voilà. Comment tu l'as vu ce jour-là? En tout cas, à ce moment-là. Ben, moi, je l'ai vu dès minuit. C'est quelqu'un. En fait, c'est ça qui m'a plutôt reflété la personne qu'il était. Moi, je l'ai vu, mais c'était pas vraiment. Je l'ai ressenti avec une. Mon ressenti à moi, c'était qu'il était seul, en fait. Malgré qu'il a eu 26 enfants, mais c'est pas pour autant qu'il était enrichi, qu'il était riche d'amour avec autour de lui ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et moi, j'ai pas eu dégoût pour lui parce que je laisse sa place de père quand même, hein, parce que si je suis dans ce monde, c'est lui qui a fait que je suis là, on est d'accord? Mais c'est pas quelqu'un que j'ai pas eu dégoût, j'ai eu plutôt la peine, beaucoup de peine de voir que ce monsieur, il finissait sa vie comme ça, dès minuit, vive sans avoir de vie en fait, parce que il a autant d'enfants, il a une grande famille, mais il y a pas grand monde qui le regarde. Moi, j'ai été parce que c'était mon devoir. C'était mon devoir d'aller l'aider, d'aller lui soigner, d'aller l'amener au médecin, de lui payer ses médicaments, etc. Mais j'aurais pu, tout le monde m'a dit pourquoi tu vas faire ça à cet homme-là, que je te rappelle pas ce que lui nous a fait. J'ai mes frères et sœurs qui n'ont pas adhéré ça. Mais moi, de mon côté, j'ai pas voulu faire ça parce que en même temps, manquer de respect, c'est lui satisfaire, c'est de lui reconforter de toute cette violence qu'il a eue sur moi et ne pas lui donner raison en fait. Pourtant, mes frères et sœurs, ils ont fait le contraire, à l'insulter, à dire beaucoup de choses, faire des choses qui étaient pas bonnes. Mais moi, j'ai pas voulu le reconforter dans cette violence. J'ai fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Et il Et est parti. parce que c'était ma question suivante, c'est que du coup, il est plus de ce monde. Non, non, il est plus là. Il y a 3 ans de ça, il est parti. J'ai pas pu aller au pays pour ses funérailles, mais voilà, il est Et resté comme ça. en fin de vie, il vivait avec qui? Est-ce qu'il avait une compagne en fin de vie? Parce qu'il y avait Non, plus. non. Non, il était chez une de mes grandes sœurs qui a plutôt abusé de lui, plutôt. Oh là là. Avant ça, avant ça, il y avait des gens, il habitait chez des gens, que ce que ma grande sœur me disait, que ces gens le droguaient, il était malade, ils l'ont drogué, il dormait toute la journée, il était Attends, attends, déshydraté. attends. Il vivait chez des gens et les gens le droguaient. Oui, c'était un monsieur qui n'avait plus sa tête, hein. À 100 ans, on n'a plus quasiment plus sa tête, hein. Et en fait, c'est des gens il a pu s'échapper, il était à la police, et que la police est venue, qui a appelé mes sœurs, et qui a demandé de Mais venir dans récupérer. quel but? De quel objectif de prendre une vieille personne pour Ben, le droguer? en fait, c'est une personne qui a toujours travaillé, et c'est des gens qui ont profité de le peu d'argent qu'il avait. Ah, ok, ok. Voilà. C'est que lui, ils l'ont pris sa carte bleue, enfin, ils ont pris tous ses papiers. Et lui, pendant que lui, c'est un monsieur de 100 ans, hein, c'est pas un jeune, hein. Et on l'abusait de lui, en fait. On le droguait parce que, si vous voulez, il n'a jamais rien donné à nous en tant qu'enfants, parce que il a tout donné ça aux autres, mais à nous, il nous a rien donné. Alors, c'est pour ça que ces gens-là, sa vie à lui, c'était ça, et ce qu'il a récolté, c'est ça. Mais nous, on n'a pas eu à le juger parce que, voilà, C'est c'est faux. quelqu'un qui a Laisse-moi te fait, demander, Lay. oui. Laisse-moi te demander. Euh, lequel ou bien combien de tes frères et sœurs
ont eu la même réaction comportementale que toi, c'est-à-dire qui ont, en termes d'acquis, en termes de guérison, parce que je suis sûr que parmi 26 enfants, tu n'es pas le seul à avoir été traumatisé de la sorte et à avoir été probablement émotionnellement brisé et détruit. Donc, qui ont eu cette conscience-là de ces séquelles et ont travaillé sur eux-mêmes pour se reconstruire. Est-ce que tu connais parmi tes frères et sœurs qui ont vécu ça et qui ont été brisés de la sorte et qui ont fait ce même travail que tu as fait toi? Alors moi, de ce que je connais, c'est que ma grande sœur que je connais. Qu'on a grandi ensemble, elle est partie très tôt de la maison parce que c'était insupportable pour elle. Elle a connu un monsieur âgé et puis elle est partie avec. Mais elle, je sais qu'elle a été suivie par aussi. Elle a fait le travail la première, de ce que je connais, et moi je suis le deuxième. Et mes autres frères et sœurs, je ne sais pas, parce que j'ai pas vécu avec eux. Leur histoire est différente que la mienne, parce que c'est pas la même maman, c'est pas la même mère, hein, c'est pas le même endroit. Mais de ce que je sais, c'est que ma grande sœur, la cadette, qui a fait ce travail de reconstruction de soi-même, voilà. Sinon, mais c'est quand même difficile, hein, surtout ma sœur, enfin, moi, j'ai eu ma dose aussi, mais ma sœur, qui a une fille, surtout une fille, qui était une fille, et pour une femme, c'est plutôt difficile quand même, hein, entre, Et ta sœur, elle a eu des enfants assez tôt ou oui, 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 normalement? elle a eu des enfants assez tôt, très tôt même. Moi, j'étais papa à 19 ans, hein. Vous voyez? Vous Ah, ouais, d'accord. En voyez, fait, et ce qui est important, et parce que on est tous là sur un panel, le travail qu'on est en train de faire, c'est pas pour nous, c'est pas pour moi ou Enivlore. Et ton témoignage est vraiment là, un témoignage de bienvenue parce que c'est un travail de guérison. Déjà, tu contribues amplement à ce travail de healing pour ceux qui sont en bas en train de nous écouter et qui ont vécu, qui ont expérimenté et qui ne savent pas. Certaines personnes, moi par exemple, moi j'ai jamais été chez un médecin et un psychologue juste pour savoir de quel traumatisme je souffre, mais je sais simplement que par rapport à mes recherches, par rapport au moment surtout où je me suis donné aux autres à travailler avec les enfants des rues, j'ai compris exactement d'où m'est venu cet élan-là d'aller et de me porter et de me donner comme support psychologique. J'ai compris exactement que ça venait exactement du genre de traitement que j'ai vécu. Et donc, c'est exactement cette forme de reproduction-là que tu es en train de faire qui fait vraiment la beauté de la vie, la beauté des relations, le fait de l'avoir vécu, de l'avoir expérimenté. Donc, on sent déjà cet engagement personnel et individuel à se porter vers les autres et de les permettre de guérir. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. Beaucoup de gens sont en dessous, sous le live à nous entendre et qui probablement auraient voulu intervenir. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ceux qui veulent intervenir, peut-être même poser des questions et trouver des solutions. Vois-tu? Donc, on continue sur les mêmes lancées. Donc, Nivlore, je te passe la parole. Merci la famille. Vous savez, j'ai pas encore d'enfant. Je suis même blanche, mais j'ai pas encore d'enfant. J'ai pas encore d'enfant et c'est un projet à court terme qui arrive. Hein, c'est un projet qui arrive et ça fait partie des choses parce que j'ai constaté dans la communauté, c'est qu'on a beaucoup des lacunes. Il y a un nombre de choses sur lesquelles on doit travailler et je me suis rendu compte que être parent, ça s'apprend. C'est pas quelque chose des gens qui pensent être parent, c'est inné. Moi, je pense que c'est faux. Tout comme on est prêt à passer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 18 mois, etc. de formation pour un job, on devrait pouvoir se dire qu'on doit passer 10 fois plus, 15 fois plus pour éduquer un humain
qui aura plus de responsabilités qu'un job. De nos jours, si vous voulez garder des enfants, il y a des formations pour être nounou. Être nounou, c'est quoi? Attentionner, changer des couches, donner à manger à l'enfant. On te demande même pas de donner de l'amour, limite. Donner à manger, nettoyer, le faire dormir, chanter une chanson. Tu dois être formé pour ça. On te forme, malgré le fait que tu es un humain qui a grandi dans une famille, on te forme en plus pour cela. Donc, je pense que toute personne devrait se former pour être parent. Si vous avez, j'ai vu vos petits commentaires, j'essaie de répondre en même temps avec mon deuxième compte pour ne pas vous laisser sans réponse en commentaire. Et on va essayer aussi de prendre quelques commentaires des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas monter pour essayer peut-être d'étayer un peu plus dedans. Parce que tout à l'heure, il y a une personne, je lui ai demandé si elle pouvait monter pour en parler. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Donc, on ne force pas, hein, c'est pas le but. De toute façon, voilà. Ici, on peut pas forcer les gens. Et Isabelle a pointé le mot de la violence financière. C'est vrai, le sujet chez les enfants reste avec, hein, on est toujours dans le sujet. La violence financière, parce que tout à l'heure, Boulsik, tu avais pointé du doigt les enfants qui vont dans la rue mendient pour ramener à domicile. Moi, je vois là-dedans la violence financière. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est intimement lié dans la mesure où c'est une défaillance économique qui nous conduit à cette forme, c'est non seulement historique et par rapport à l'esclavage, mais aussi c'est lié à une défaillance financière, parce que on trouve ces genres de comportements dans d'autres sociétés un petit peu différentes de la nôtre, comme chez les locodermes, mais qui retracent les mêmes caractéristiques de défaillance financière. Donc c'est lié aussi à des conditions économiques. Moi personnellement, je vais essayer d'orienter. Alors je peux entre parenthèses essayer d'orienter le débat dans un cadre un peu plus large ou plus familial, de la mesure où je peux introduire la lourde responsabilité des femmes dans cette démarche-là. Parce que moi, j'accorde beaucoup de crédit, j'accorde beaucoup d'importance à nos sœurs, et dès leur éducation, dès leur naissance jusqu'à leur âge adulte, pour se construire, se former et de façon à devenir mère. Parce que je pense que c'est très fondamental, selon ma vision des choses, que nos sœurs, nos femmes ont une lourde responsabilité en ce qui a rapport avec l'éducation, avec l'élévation d'un enfant. Je pense que cet aspect-là est très fondamental, parce que la femme a ce privilège naturel et de donner vie dans un premier temps, mais aussi de donner de l'amour, de l'affection à un enfant. La première personne qui donne le sein, c'est la femme. Et c'est déjà une transmission génétique en termes d'amour, d'affection, de tout ça, de tout ce qui est humain. OK? Et c'est à partir de là que l'enfant va acquérir les premiers pas de son comportement dans les relations humaines. D'où l'absolue nécessité pour ceux et celles qui décident du jour au lendemain ou dans un temps bien spécifique de devenir mère ou père, de comprendre comment, comme tu l'as si bien mentionné, Nivlo, ça s'apprend. Ça s'apprend à être parent, ça s'apprend à devenir père et mère, ça s'apprend, et c'est pour l'amélioration de l'enfant, de ce que on va produire comme on va avoir comme progéniture. Tu vois, un enfant qui grandit, qui évolue dans un milieu nocif, dans un milieu violent, va probablement avoir tendance à reproduire cette violence. Donc dès la base, si nous arrivons à concentrer tout notre effort sur l'éducation, sur l'affection, sur les relations familiales, particulièrement pour nos filles, et chez nos filles, donc on a vraiment la garantie, on a vraiment l'assurance formelle que cette fille-là qui va devenir une femme dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, va reproduire cet amour-là, va reproduire cette affection-là chez son enfant, et qui va devenir aussi un homme ou une femme responsable, et de suite ensuite va vraiment faciliter une meilleure équilibre social. Donc moi je pense que c'est extrêmement important de porter l'accent sur les enfants
particulièrement les filles qui sont la plupart du temps plutôt plus vulnérables. OK? Parce que c'est facile pour une fillette de peut-être 9, 10 ans, 12 ans, 15 ans, à partir de la puberté, de tomber enceinte et de ne pas être prêt pour devenir mère. Tout comme je l'ai mentionné tantôt dans l'histoire que j'ai expérimentée avec cette fillette de 15 ans qui était tombée enceinte parce qu'elle a été violée sous des tentes après le goudou-goudou. Tu vois? Donc, ce qui lui est arrivé, c'est pas parce qu'elle était prête à l'âge de 15 ans de devenir mère, c'est parce que les conditions socio-économiques et surtout après le tremblement de terre ont fait qu'elle s'est trouvée sous des tentes au niveau de Champ de Mars. Et le fait de dormir méli-mélo un petit peu partout comme ça, donc elle a été violée par un jeune homme et puis voilà, elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Donc imaginons-nous une fillette de 15 ans tombée enceinte, donc déjà à l'âge de 16 ans, elle est devenue mère. Donc une fillette, un enfant mère sans expérience, sans maturité, donc qu'est-ce que ça va donner comme responsabilité? Qu'est-ce que ça va reproduire sur le plan social comme élément? Bien entendu, quelqu'un qui va être tout aussi traumatisé et pulvérisé émotionnellement et que cet enfant-là. Donc, c'est un cheminement que nous devrons peut-être prendre aux amont et de façon à reproduire un autre modèle de société. Voilà. Donc, je te laisse la parole, ma sœur. Oui, exact. J'ai des personnes en bas là, depuis tout à l'heure, je prends commentaires qui arrivent. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de faire leur live. C'est toute la team afro commence à arriver. Donc merci la famille d'être là aussi. Donc c'est pas un problème qu'haïtien, hein. Vous voyez en commentaire, j'ai Donan qui arrive, j'ai Black Seb qui arrive. Donc ce sont mes rencontres TikTok. Avec lesquels on a l'habitude d'échanger sur pas mal de sujets concernant la communauté de manière générale. Et ce sont des gens... Oui. Il y a Souvi aussi qui mentionne que dans le contexte dont je parlais tout à l'heure, que ce sont la plupart du temps des femmes brisées, émotionnellement brisées. Donc déjà, émotionnellement brisée, et qui va reproduire, qui va avoir des enfants. Donc c'est sûr que cet enfant-là va hériter de cette distorsion émotionnelle et comme héritage. Et de suite en suite. Donc, c'est important d'en parler, de porter l'accent sur les points les plus sensibles. Donc, on attend les réactions en dessous. Exact. Donc, oui, parce que ça fait partie de l'épigénétique dont on parle tout le temps. Donc, il y a une transmission qui se fait. Donnant, j'aimerais bien que tu intervenir, si tu peux, s'il te plaît. En fait, Donnant, c'est quelqu'un qui lit énormément et qui partage des choses extrêmement importantes. Je l'ai rencontré en personne. Il a une énergie... voilà, et c'est une personne avec une belle âme. Donc, il y a TikTok, mais moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie aussi. Donc, je ne suis pas que sur les palabres réseaux. Pareil pour Black Seb. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées en personne lors des événements du milieu panafricain et des personnes qui ont des belles âmes et avec lesquelles on peut échanger sur tout type de sujets. Et même s'ils ne sont pas haïtiens, en fait, quand je parle des sujets haïtiens, mais ils sont déjà prêts à rentrer dans le combat. Donc, en tout cas, merci beaucoup les gars d'être là. Donnant le sujet, en fait, Donnant, tu voulais intervenir, mais tu voulais comprendre ce qui se passait. Le sujet concerne les enfants. Chez nous, on appelle ça les enfants restent avec. On en avait parlé rapidement la dernière fois. Alors, au Cameroun, en fait, à l'époque, ça ne se fait plus chez eux. À l'époque, quand une femme rentrait dans un mariage, on lui offrait un enfant, on lui donnait un enfant pour l'accompagner dans ce mariage, pour l'aider à faire des tâches lors de la grossesse, pour l'aider pour jouer avec le nouveau-né, etc. Et à l'époque, on appelait ça des enfants, l'aîné des enfants, ok, ou enfants aimés, enfants nzimo. Chez nous, Donnant, c'est le cas aujourd'hui. On n'offre pas l'enfant, c'est le cas aujourd'hui. C'est pas une offrande, hein. C'est des gens qui prennent des enfants en mode je vais vous aider avec votre enfant parce que vous n'avez pas les moyens, whatever, etc. Finalement, l'enfant va se retrouver à faire tout dans la famille, à s'occuper de tout. Et là, les frères qui sont intervenus, eux, ça s'est passé dans leur propre famille, chez leur père et leur mère, ou chez un père, un beau-père, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas que des enfants orphelins, ce ne sont pas que des enfants livrés à eux-mêmes. Mais en fait, dans les mêmes familles, on a des enfants, un des enfants qui va se retrouver à être au service de toute la famille.
Mais ça commence très jeune. On a le frère Sean qui nous a dit que lui, à 3-4 ans, en France, il avait déjà les clés de la maison. Quand son petit frère est né, il avait 5 ans. À 7 ans, il devait déjà s'en occuper, nourrir, nettoyer, emmener à l'école, faire tout, pendant que sa mère et son beau-père étaient au travail, etc., etc. J'ai résumé un petit peu la situation. On a aussi en bas, c'est un grand monsieur, hein, il est grand-papa, qui nous a expliqué comment lui, il n'est pas haïtien, il vit en Guyane, il a évolué dans l'environnement créole, comment lui, dans sa famille, avec son père qui avait énormément d'enfants, etc. Donc, la cellule familiale donnant dont on parle souvent avec Fofo Avenon, dans nos traumatismes, nos maux qu'on a dans la communauté, comment lui, en fait, c'était la violence, violence physique, verbale, pas d'amour, devoir tout gérer, jouer le rôle, entre guillemets, du père alors que c'est pas son rôle, beaucoup d'enfants, et que lui, aujourd'hui, comment il fait pour se soigner, transmettre l'amour qu'il n'a jamais eu à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Voilà. Donc, ce sont à peu près les sujets qu'on a l'habitude d'aborder chez Fofo, de manière large. Sauf que là, cette fois-ci, chez nous, on a essayé de prendre la cellule haïtienne, mais on sait très bien que c'est toute la communauté qui est concernée. Mais partant de l'enfance à aujourd'hui, ces personnes-là adultes, ben, on a la chance de les avoir avec nous, ces enfants esclaves restés avec, qui sont aujourd'hui adultes. Malheureusement, on n'a pas des personnes qui sont encore dans la situation parce que connexion avec Haïti, c'est extrêmement compliqué. Moi, l'idéal, ça aurait été d'avoir une personne, c'est malheureux, on peut dire ça comme ça, j'ai dit l'idéal, mais bon, j'ai pas d'autres mots, une personne qui vient de sortir de la situation ou qui est dedans pour nous expliquer, en fait, comment elle va et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là à peut-être grandir, en parler, parce que là-bas, ils ont personne avec qui en parler. Et on sait à quel point les mots ont leur importance, à quel point on peut se soigner avec nos mots. Donc voilà, Donnant, toi qui viens d'arriver, je sais pas si j'ai oublié des choses, j'essaie de résumer le plus court possible pour que même les personnes qui sont en bas du panel puissent comprendre le sujet du jour. Alors, Nivlan, si tu me permets, avant Donnant, et moi personnellement, pour ma part, au cours de mes 14 ans d'expérience dans ce domaine-là, et j'ai eu la chance, alors pendant un certain temps, je me suis arrêté, mais j'ai eu la chance de procéder à des réinsertions au nombre de peut-être 150 ou 180 enfants réinsérés pendant cette période-là. Donc, tout ce que j'ai pu en déduire, que ce sont des enfants en grande majorité, qui ont été donnés volontairement par des parents dans les provinces pour aller à Port-au-Prince, et peut-être pour des conditions de vie meilleures, pour aller à l'école, des histoires comme ça, mais qui en réalité, c'était des enfants et que les personnes qui les avaient recrutés pour la domesticité. Mais il y a un autre aspect dans notre société qui est tout aussi évident, mais voilé, c'est non seulement la domesticité, mais la vente des enfants. C'est-à-dire, c'était comme dire, la démarche, c'est une démarche de vente. On va dans les provinces, on propose à des parents qui ont peut-être 7, 8, 9, 10 enfants, qui n'arrivent pas à s'en occuper réellement, et on les propose peut-être quelques milliers de goudes, et puis on promet à ces parents-là qu'on va s'occuper de ces enfants-là, puis on donne un peu d'argent, peut-être 2, 3, 4 000 dollars haïtiens, et puis voilà, le parent donne son enfant à une personne que le parent n'arriverait même pas à retrouver les traces. Et c'est ainsi qu'on entre dans un commerce d'enfants en Haïti et qui existe jusqu'à présent. Voilà. Donc, tout ce que, dans 80% des cas de réinsertion que moi j'ai possédés, ce sont des enfants qui ont été vendus de manière littérale à des gens que peut-être que au fil du temps, on a pu retrouver. Et il y a eu même des secteurs comment dire, organisés d'achat et de vente d'enfants qui se sont installés au pays à travers des fausses organisations d'orphelinat. OK? Donc, il faut qu'on en parle aussi, et peut-être que même on va revenir et étaler un peu plus là-dessus. Donc, je passe la parole à Donnant qui va nous éclairer là-dessus.
Je salue tout le monde, Otep, salut à tous, salut Nilo, salut tout le panel. Black Sept, je te salue aussi. Et comme disait, je vais commencer par lui, Malcolm X, il dit, et c'est quelqu'un que je lis actuellement, il dit que tant que nous n'allons pas parler de nos problèmes, nous n'allons pas comprendre que, au fait, les problèmes sont les mêmes partout. Surtout les problèmes liés aux gens de Kaba ou de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que ce phénomène, par exemple, au Bénin que je connais, on appelle le phénomène de Vidomingon. Vidomingon, c'est quelque chose qui est intéressant parce que merci beaucoup. Et il y a, comment on appelle, il y a la pensée de l'acte et les dérives. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que ce phénomène qu'on appelle les Vidomingons, au fait, comment c'est organisé? Parce que souvent je dis que Haïti c'est le Bénin, Bénin c'est Haïti. Parce que souvent, quand on voit le mot Vidomingon, ça veut dire exactement enfant reste avec. Littéralement, si on prend Vidomingon, ça veut dire enfant reste avec. Attends. Parce Oui, que là, je l'ai écrit en créole. Reste avec. C'est la même oui, chose. En français, c'est rester avec. Rester avec justement, quelqu'un. Vous, ça veut dire enfant, vidomégo. Donc, vous avez le terme vie, dans votre langue. Vidomingon, ça veut dire enfant reste avec, ou bien reste avec quelqu'un. Au Cameroun, c'est le nzimo Oui, ou le zémé. Eux, ils appellent ça l'aîné des enfants. En oui. gros, Donc, Ouais. c'est des phénomènes qui, excuse-moi, c'est des phénomènes qui sont à la base, qui sont intéressants pour la société, mais qui ont été, comment on appelle, avec le capitalisme, tout est exploité, tout est exploité mal. Pourquoi je le dis? Le phénomène Vidomingon, pour l'avoir un peu étudié, c'est que au départ, lorsque toi tu es nanti, un de tes frères peut envoyer un de ses enfants chez toi pour que tu puisses assurer son éducation et aussi permettre à ce que cet enfant puisse réussir dans les études. C'est la base. C'est la base. C'est que c'est un phénomène que on retrouve partout sur le continent. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop en a parlé et j'aime pas le mot esclavage. J'aime pas ce mot parce que en Afrique, le mot esclavage, au fait, quand on définit un mot, faut pas oublier que chaque mot a un contenu et un contenant. C'est-à-dire, quand on parle d'esclaves avec le système slave, il y a des choses qui doivent aller avec. Mais le mot, et ici, c'est plutôt le mot de serviteur. C'est meilleur, serviteur. Seulement que, par exemple, Cheikh Anta Diop en parle, il dit que dans la culture chez lui, il en a parlé dans l'Afrique noire précoloniale, où il explique que il y avait des personnes qui étaient, comment on appelle, qui étaient préparées, qui étaient dans la maison des parents et qui servaient soit le père, soit la mère. Donc, ça aussi, c'est un autre phénomène. Donc, ce que je veux dire, c'est que la chose peut être bien pensée au départ, mais peut aller à l'est ou à l'ouest. Et souvent, étudier ce qui se passe en Haïti et dans les îles en général permet de voir aussi nos tares, parce que ça nous permet de voir que ce phénomène aujourd'hui, qu'est-ce que c'en est? Aujourd'hui,
exactement sur le continent, il y a des enfants qu'on vend parce que les parents n'ont pas les moyens, ils vendent leurs enfants. Il y a des personnes, même ici en France, où des parents ou bien des cousins confient leurs enfants. Et des parents confient leurs enfants et ils amènent ces enfants-là en France ici pour devenir exactement la même chose qu'on voit sur le continent. Il y a des enfants ici en Europe qui viennent pour pouvoir aider des tantes ou bien des oncles à garder leurs enfants pour que elles vont travailler. Et ces enfants aussi souffrent des mêmes problèmes. J'en connais vraiment personnellement, qui est une personne que on a ramenée de l'Afrique, qui est parentée à la personne, mais on ne lui a pas permis de faire des études. Elle devait garder les 3 enfants du couple et les parents doivent aller travailler. Donc, le phénomène, c'est pas quelque chose qui est uniquement en Haïti. C'est un phénomène qu'on rencontre sur tout le continent. On rencontre aussi ici. Oui, il y a aussi du côté de Liban. Seulement que ça, c'est différent. C'est ce qu'on appelle peut-être de l'esclavage dans le traitement. Mais le phénomène et surtout le continent, il y a le côté famille qui est derrière, communautarisme, mais il y a aussi les dérives. Ce n'est pas un phénomène, comment on dit, monolithique, et il y a aussi ces déviances. Maintenant, celui qui vit ces choses-là, quels sont les impacts psychologiques et sociologiques? Ça, c'est un gros problème. Un gros problème qu'il faut comprendre, et la personne doit prendre déjà conscience, et beaucoup de gens ne prennent pas aussi conscience de ces choses-là. Quand tu prends conscience, alors que c'est la conscience qui te permet de réparer. Tu ne peux pas te réparer sans que tu prennes conscience de ces choses. Nèg vle fen konnen soleil c'est bon Dieu, mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré, yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté. Tendez. Femme tiron profil en travail là, chef maître yo, l'encosement idéologique yo, chef frème yo. Nous en l'air, honnêtement foxé, nous placer pour la misère. Au moins un bagay va changer. Nous ministres, c'est vrai d'étudier pour ça, non écrasième cause nationale, yo font bagay avec ça. Littérature longtemps t'es qu'à servir. Kounye amta, pi quoi c'est la pratique vraie. Nous pas besoin fâcher, nous fout enragé. Wow, wow, wow. L'ami tan yon chankan boy kwe. En Dominicani, des Haïtiens chita l'ont battu, pied à tête d'automne. Yon a pe parlé, yon a coûté, yo pas fait bruit. Voilà qu'on a seulement qui tendait, ça y a.